Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Sarah de trucs et astuces pour adopter de saines habitudes de vie. Pour en apprendre davantage sur Sarah, sur son expertise dans le domaine de la kinésiologie, écoutez notre épisode qui porte sur les mythes entourant les saines habitudes de vie. Bonjour Sarah, c'est un bonheur de te retrouver aujourd'hui pour donner suite à notre discussion concernant les saines habitudes de vie. Merci de m'accueillir à nouveau. Alors, dans le dernier épisode, on a eu l'occasion ensemble de décortiquer certaines fausses croyances en lien avec l'alimentation, le sport, le sommeil. Puis, maintenant, on aimerait aborder plus spécifiquement des stratégies, des trucs, des astuces pour adopter de saines habitudes de vie, pour outiller, en fait, nos auditeurs qui souhaitent prendre soin d'eux-mêmes, mais qui ne sauraient pas trop par où commencer. Parfait. Donc, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que ça signifie avoir des saines habitudes de vie, puis aussi quels sont les principaux avantages d'adopter de telles habitudes? Oui. Tout d'abord, si je résume la définition dont on avait parlé, les habitudes de vie, c'est un ensemble d'habitudes qui vont assurer la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de son existence. Les principaux avantages vont être vraiment sur la santé physique et psychologique. L'être humain, quel qu'il soit, va toujours tenter de trouver le bien-être et d'être heureux. C'est un peu la base de la vie, tout ça. Et une personne qui va avoir des saines habitudes de vie va nécessairement tendre vers un bien-être. Elle va avoir plus d'énergie, elle va se sentir bien dans son corps, elle va s'accepter, elle va être aussi bien dans sa tête. Puis je dirais même qu'elle va être mieux outillée pour faire face aux aléas de la vie. Dans la vie, c'est pas toujours rose, il y a des hauts et des bas. Mais si, par exemple, j'ai déjà des stratégies pour gérer mon stress et que j'ai un événement stressant soudain qui m'arrive, bien, je vais être plus enclin à me calmer et à me mettre en mode solution plutôt que d'être en mode panique. Ouais. Donc, sans que ça soit quelque chose qu'il faut qu'il soit parfait, si j'ai des saines habitudes de vie, bien, nécessairement, je vais être un peu plus heureux. Ça vient comme avec, ça fait partie d'un tout ça. Là. Ouais. Super, c'est bien clair, parfait. Alors, peux-tu nous parler maintenant de l'importance d'une alimentation équilibrée, puis aussi nous dire comment on fait pour éviter les pièges courants comme les fameux régimes à la mode, puis quels sont les éléments clés, en fait, à prendre en compte pour manger sainement? C'est vraiment une grosse question. Oui, je vais tenter d'y répondre le mieux possible. Bien, tout d'abord, l'alimentation, on le sait, c'est le carburant du corps. Plus vous donnez au corps ce dont il a besoin, bien, plus il va être en mesure de suivre la cadence et de faire toutes les activités que vous avez envie de faire. En alimentation, il y a vraiment beaucoup de spéculation sur toutes sortes de produits ou toutes sortes de stratégies pour être en santé. Là, les pains, pâtes, patates, coupe le sucre, non, c'est le gras, le cétogène, bon, etc. Il y en existe des tonnes et des tonnes. Des aliments vedettes aussi, bon, bref, un peu tout ça. En fait, la littérature a assez bien démontré que la simplicité, ça marche. Donc, pas besoin de se compliquer la vie. Et il existe plusieurs, je dirais, règles, mais disons que si j'en prends 3 qui sont assez simples, ce seraient les suivantes. D'abord, de cuisiner le plus possible. OK. Vraiment, de garder ça en tête. De manger davantage de produits frais, comme les fruits et légumes, et de manger des aliments variés. Autant les protéines que tous les autres aliments de notre alimentation. Le défi, c'est d'être capable d'appliquer les 3. Puis c'est vrai qu'on ne part pas tous sur la même ligne de départ. Ouais. Ça va prendre un certain niveau d'habileté en cuisine, mais je ne parle pas ici d'être un grand chef. Là. Non, mais c'est ça. Ça prend quand même quelques habiletés de base. Ça prend un peu de temps. Si je cuisine, ça va nécessairement prendre un peu de temps, mais plus je suis meilleure, moins ça me prend de temps. Ouais. Donc, c'est comme un peu, ça vient ensemble. Et ça va me prendre aussi certaines connaissances de base. C'est-à-dire que si je veux mixer des goûts qui m'intéressent, bien, ça me prend quelques connaissances, mais encore là, vraiment quelque chose qui est de base. Ouais. Si vous êtes une personne qui aimez cuisiner, qui aimez manger, ça va être bien plus facile pour vous d'appliquer ces 3 règles-là parce que c'est quelque chose qui vous intéresse.
Mais si à l'inverse, vous êtes une personne qui n'a jamais développé d'habileté en cuisine pour toutes sortes de raisons, dans la vie, ça peut arriver. Vous êtes une personne qui est difficile. Donc, essayer des nouveaux aliments, vous n'êtes pas... c'est pas quelque chose que vous aimez faire nécessairement. Puis qu'en plus, vous avez un horaire, mon Dieu, qui déborde parce que vous êtes occupé, vous avez plein d'activités. Bien, ces changements-là, ces règles-là vont vous apparaître comme une montagne à franchir. Oui. Ça va vous apparaître presque trop gros. Et vous allez avoir tendance à vous tourner vers des produits ultra transformés ou de la restauration. C'est plus facile de prendre un repas congelé, de mettre ça au four micro-ondes 2 minutes. Ben voilà, mon souper est fait. Oui. Donc, voilà. Mais il faut se rappeler que petit train va loin. Il suffit de faire des petits changements. Puis c'est vrai que les professionnels de la santé, comme les nutritionnistes, peuvent nous aider à faire ces petits changements-là. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et faut pas se mettre de pression non plus. T'sais, on peut dire, ben OK, moi, je cuisine pas, je vais essayer de cuisiner un repas semaine. Mettons-nous des objectifs qui vont être réalistes, puis être fiers quand on le réussit. Ouais. Puis, je sais pas si vous cuisinez, mais on va en manquer des recettes, là. Oui. Des fois, c'est pas bon. Non, c'est ça. C'est pas grave, on apprend et la fois d'après, on est meilleur. Exactement. Donc, il faut avoir une bonne attitude là, envers ça, mais si on applique ces 3 règles-là, bien, nécessairement, je vais diminuer la consommation des produits ultra transformés. Je vais manger plus de produits frais. Puis, je vais développer des habiletés qui vont être pratiques pour le reste de ma vie, en fait. Ben oui. Alors, je pense que ça, c'est quand même des bonnes règles à appliquer si on le souhaite. Oui, super pertinent. En lien avec le fait de cuisiner, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour planifier des repas sains au quotidien? Tout à fait. Des conseils qui vont être vraiment simples. Essayez de prévoir les repas à l'avance pour acheter à l'épicerie ce dont on va avoir besoin. Donc, si vous êtes, seul, vous êtes en couple ou vous êtes en famille, c'est vrai que de prendre un moment pour dire, ben OK, cette semaine, qu'est-ce que j'envisage de faire comme repas? Je dis « mais c'est nous, hein, ça peut être bien sûr nous. Bien, à ce moment-là, je peux m'assurer que le mercredi soir à 17h30, il ne me manque pas 3 ingrédients pour ma recette qui finalement va faire que je pourrais pas la faire. Je vais commander du resto à la place. Et voilà. Oui, je comprends. Ensuite, faire participer tous les membres de la famille à leur niveau. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça se peut que dans un couple, il y ait un conjoint qui ait plus d'intérêt ou d'habileté en cuisine qu'un autre. C'est correct, mais c'est quand même bien quand l'autre conjoint peut prendre en charge quelques repas par semaine. Ça décharge un peu la première personne. Et on peut même faire participer les enfants. Moi, mes enfants adorent ça. À leur niveau, là, ils vont couper des choses. Ou des fois, je leur dis, ce soir, là, c'est vous qui vous occupez de la salade. Là, ils vont essayer des choses. Ah, maman, je vais mettre des mangues dans la salade. Je vais mettre des raisins. Je vais mettre... Oui. Donc, on essaye ces choses-là et on développe tranquillement les habiletés des petits. Ben oui. Pour qu'après ça, plus tard, il y a des habiletés pour pouvoir continuer par eux-mêmes. Ça rend ça plus agréable aussi. Là. Ça fait comme une activité sociale, une activité familiale. Oui. Puis, ceux qui ont des enfants qui nous écoutent... quand ils vont participer, ils vont avoir plus de plaisir à manger. C'est-à-dire que, hey, c'est moi qui ai fait la salade ce soir. T'en veux-tu dans ton assiette, maman? C'est moi qui l'ai fait. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est très, très intéressant pour avoir un rapport positif là, par rapport à la nourriture. Tout à fait. Vraiment. Un autre truc aussi, c'est regarder les rabais. L'alimentation, ça peut coûter cher, surtout avec l'inflation. Les prix ont augmenté sur à peu près tout les produits en épicerie. Donc, c'est de comparer rapidement... Avant, c'était les circulaires, mais là, maintenant, avec la technologie, c'est pas compliqué de regarder d'une épicerie à l'autre rapidement le prix d'un même aliment. Et aussi de bénéficier des rabais. C'est-à-dire que si cette semaine, les tomates sont en rabais, vraiment un bon prix, ben je vais peut-être en profiter pour faire 1, 2, peut-être même 3 repas qui vont inclure les tomates. Et si, à l'inverse, je voulais cuisiner du poulet et que, mon Dieu, c'est très cher, bien, pour cette semaine, je vais peut-être prendre des légumineuses. Puis quand le poulet sera en spécial, j'en achèterai plus, j'en congèlerai. Bref, il y a des stratégies de ce type-là qui peuvent aussi nous aider. Je pense qu'il y a des épiciers aussi qui vont proposer des menus. Tu sais, je pense à IGA, là, je sais qu'ils le font. Ils proposent des menus ou des repas en fonction des rabais de la semaine. Ça peut nous aider aussi à avoir des idées. Là. Vraiment. Puis, dans cette même ordre d'idée-là, de maîtriser, je dirais, là, 3, 4, 5 recettes là, qu'on n'a pas besoin de regarder comment la faire. Ouais. Ça, c'est vraiment des habiletés intéressantes à développer et on peut modifier. C'est-à-dire que si, moi, là, je fais vraiment une bonne recette de riz aux légumes avec du poulet, j'ai un petit assaisonnement asiatique, j'adore ça. Là, cette semaine, le poulet...
il est très cher, ben OK, je vais changer ma protéine, je vais mettre un tofu, je vais mettre une légumineuse et je vais prendre des légumes congelés qui sont aussi quand les légumes frais sont très chers, les légumes congelés sont vraiment une très, très bonne solution de rechange. Bien, à ce moment-là, je suis capable de faire une recette qui va être pas très longue, qui va être bonne quand même et qui a fait que j'ai pu m'adapter, disons, au rabais ou au prix à ce niveau-là. Fait qu'il existe plein d'autres stratégies, là, mais ces stratégies-là, ça en est quand même des bonnes à mettre en place. Là. Super, c'est vraiment intéressant. Je bifurquerai maintenant vers l'activité physique. Alors, peux-tu nous dire quels sont les avantages de l'activité physique régulière pour la santé mentale, mais aussi pour la santé physique? Certainement, ça, c'est mon champ d'expertise, donc ça me fait plaisir d'en parler. En fait, j'ai dit précédemment que l'alimentation, c'était le carburant du corps. Mais en fait, l'activité physique, quant à elle, va permettre de garder le corps en bonne condition pour accomplir les projets de notre vie. Ça, c'est vraiment important. J'en vois des gens, mettons, dans mes clients là, que j'avais ou que j'ai encore, ou même dans mes observations, une personne qui est quand même jeune, là, dans la vingtaine, trentaine, qui est sédentaire, mais très sédentaire pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas de jugement ici. Cette personne-là, juste aller prendre une marche simple ou aller faire un parcours avec des pentes. Je suis allée marcher dans le Vieux-Québec, par exemple. Ils vont ressentir de la fatigue beaucoup plus que quelqu'un d'autre, ou ils vont être vraiment fatigués. Et souvent, c'est qu'ils vont se mettre à se restreindre. C'est-à-dire que si un ami dit « Hey, samedi, j'irai sur les plaines faire du ski de fond, c'est relax, c'est plat, on va jaser, tout ça. » Mais peut-être que la personne, elle va dire « Oh non, hey, je ne serais pas capable, je vais être ben trop soufflée. » Donc, va refuser une activité sociale intéressante parce que physiquement, elle n'est pas capable. Donc, souvent, on pense que ça arrive en vieillissant, mais non, on le voit de plus en plus chez les gens sédentaires qui sont jeunes. Fait que ça, je trouve ça vraiment dommage. Et pourtant, il y a tellement de bienfaits associés à l'activité physique. Tout d'abord, ça prévient toutes les maladies cardiovasculaires comprises peuvent être prévenues par l'activité physique. Il y a même de la littérature sur certains types de cancers. Tu sais, quand tu dis que tu peux pas tout prévenir, mais si tu peux t'aider, te donner une chance à prévenir certains types de cancers, pourquoi pas, n'est-ce pas? Prévenir aussi des troubles de santé mentale. Les gens qui sont actifs, ça ne fait pas foi de tout, mais vont avoir généralement une meilleure santé mentale que les autres. Et il n'existe aucun médicament plus puissant que l'activité physique. Aucun. Si vous, là, et moi, on faisait une pilule qui faisait tout ce que l'activité physique fait, en fait, on serait multimilliardaire. OK? Donc, ça n'existe pas. Il n'y a rien de mieux que ça et il n'y a à peu près pas d'effet secondaire néfaste si je le fais bien. Ça, OK? Donc, tous les avantages sont là pour bouger. Puis, si on bouge pas beaucoup et qu'on décide d'augmenter sa pratique d'activité physique, c'est sûr qu'il faut être progressif, justement pour éviter les effets néfastes. Faut éviter... exemple, là, c'est un cas classique là, qu'on voit en kin vraiment souvent. J'ai joué au hockey dans ma jeunesse. Là, ça fait 10-15 ans que je joue plus. J'ai pris un petit peu de bedaine. Je suis actif, so-so. Mais là, je recommence à jouer avec mes chums. Ça va être le fun. Mais je joue comme dans le temps. Oui, c'est ça. Alors là, je pousse. Je fais quelque chose de très, 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 très intense. Ça, c'est pas recommandé de faire ça. Donc, c'est pas très bon. Le risque de blessure, mais il y a des événements cardiaques aussi qui peuvent survenir, même si ça arrive pas souvent et que c'est très rare. On veut pas être la personne qui a pigé le mauvais numéro. Donc, il faut être progressif. Ça, c'est vraiment important. Et quand on n'est pas trop sûr sur comment se lancer, soit parce que, justement, ça fait un bout qu'on en a fait, soit parce qu'on a commencé à avoir certains problèmes de santé puis qu'on se dit là... qu'est-ce que je peux faire qui va être bon pour moi? Il faut consulter un kinésiologue. Il y a des gens, des fois, qui viennent nous voir, ils nous disent, ils sont très honnêtes, moi, j'aime pas bouger. J'ai jamais bougé, je me sens pas bien. J'ai jamais trouvé une activité physique que j'aime, mais je le sais que c'est important de bouger, mais je suis comme un peu pris au dépourvu. Le kin, il va être là pour justement proposer tout ce qui est possible pour bouger. Pas nécessairement un sport, pas nécessairement une activité encadrée. Ça peut être libre, ça peut être du transport actif. Bref, il va être là pour vous accompagner. Puis surtout, si la motivation est plus difficile, il va être là pour, en fait, vous donner les outils, mais c'est vous qui allez le faire, mais vous donner les outils pour vous motiver et être capable de poursuivre l'activité physique. Donc, c'est toujours bon de bouger, en fait. Oui, c'est ça ce qu'il faut retenir. Puis je retiens aussi que
Tu sais, dans le premier épisode, on parlait de facteurs de risque. Ben, l'activité, de la façon que je la conçois, de la façon que je comprends, c'est au contraire un facteur de protection pour plusieurs maladies, plusieurs problèmes qu'on peut développer. Là. Oui, dans la vie, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ouais. Hein? On ne contrôle pas notre génétique, on ne contrôle pas des fois des choses qui arrivent, on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, ben c'est intéressant de l'exploiter au maximum. Je pense qu'on a tout l'objectif de vieillir en santé. Là. Oui. C'est rare quelqu'un qui me dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Généralement, on veut vieillir en santé. Bien, ça, c'est des moyens pour s'aider finalement à vieillir en santé. Et il n'est jamais trop tard. Non. Il y a des gens qui pensent, je suis rendu trop vieux ou trop vieille, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. On peut avoir des gains en conditions physiques tout au long de la vie. Il n'est jamais trop tard, mais si je suis capable de le faire tout de suite, ben il faut pas que j'attende, en fait. Là. Ouais. Ça va être bien de commencer. Plutôt, c'est le mieux. Voilà. Parfait. Maintenant, je me demande comment on fait, en fait. Comment tu pourrais nous aider si on veut encourager quelqu'un à intégrer l'activité physique dans sa routine, en particulier pour les gens là, qui ont des horaires chargés. Tu sais, souvent, on entend dire... j'ai pas le temps de m'entraîner, je sais pas, tu sais, comment je pourrais faire ça. On avait dans le premier épisode tantôt Alexandre là, qui travaillait 50 à 60 heures. Lui, il réussissait à le faire, mais je connais, tu sais, moi-même, des fois, ça peut être difficile d'intégrer ça. Est-ce que tu aurais des stratégies pour aussi éviter d'être sédentaire dans la société là, où on a tellement d'écrans où c'est facile d'être sédentaire? Vraiment. C'est vrai que c'est plus facile d'être sédentaire que d'être actif. Je suis d'accord avec ça. Il existe plusieurs stratégies. Celle que je trouve intéressante et quand même simple, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, le transport actif. Vous arrivez à quelque part, il y a des ascenseurs, des escaliers. Cherchez les escaliers. Et des fois, les escaliers ne sont pas faciles à trouver. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on les prenne. Et exemple, si je suis au 13e étage, bon, si j'ai pas la condition physique pour monter les 13 étages, bien, pourquoi pas en monter 2 puis prendre l'ascenseur après? Donc, c'est pas beaucoup plus long, là. On s'entend, on parle ici de minutes, là. Ouais. Fait que ça, c'est comme des réflexes. Pourquoi me stationner absolument collé sur la porte, soit de l'épicerie ou de l'université? Ben, je peux me stationner plus loin. Ben oui. Pourquoi pas? Je pourrais prendre une vignette de stationnement qui est plus loin, qui va me coûter moins cher puis qui va m'ajouter de la marche. Oui. Tout simplement. Ensuite, toutes les activités de la vie quotidienne. C'est sûr que ça dépend si vous vivez en appartement, dans une maison, etc. Mais tu sais, pelleter, là, pelleter, c'est une forme d'activité physique. C'est sûr que si je suis pas habituée de le faire, je suis pas obligée d'y aller comme si j'étais... un athlète olympique, là, je peux y aller doucement et tout ça. Ouais. Mais ça en est racler des feuilles, jouer avec les enfants dehors. Là, un enfant de 4 ans, là, ça a du carburant quand même. Là. Donc ça, c'est des formes d'activité physique. Aussi, d'essayer de trouver ce qui nous convient le mieux. Il y en a qui me disent, tu sais, moi, je suis sédentaire, mais j'aime pas ça courir. Qui a dit que c'est obligé de faire de la course? On n'est pas obligé de faire ça. Donc, il existe vraiment, vraiment toutes sortes de moyens. Est-ce que je préfère être seule? Il y a des gens que c'est comme, non, je pars avec mon balado, je m'en vais marcher, parle-moi pas. C'est mon moment à moi. D'autres, non, moi, il faut que je m'inscrive à quelque chose. Il faut que ce soit en groupe. On est 2, tu sais, moi et ma voisine, là, on se motive, on y va ensemble. Moi et mon ami, on fait tel sport ensemble. Je suis contente parce que quand ça me tente pas, je me dis, au moins, je vais voir mon ami, donc je vais y aller. Motivation. Et voilà. Fait que là, faut s'arrêter puis se poser des questions sur soi. Qu'est-ce qui va mieux me faire à moi? D'autres, il faut que ce soit à l'extérieur. D'autres, à l'inverse. Ça, c'est un classique, là. Vous marchez combien de fois semaine? Le client répond, 3 fois semaine, sauf quand il pleut, qu'il neige, qu'il y a de la glace. Ouais. On est au Québec, les amis. Donc, finalement, on ne marche pas. Ouais, c'est ça. Si souvent que ça. Et finalement, la plus importante que j'ai gardée pour... les 2 plus importantes, il faut en faire une priorité. Si je dis que c'est ma priorité, ça fait partie, mettons, de ma priorité 3 ou 4 dans ma vie. Au début, c'est, ma famille, mes amis, le côté social. Après ça, c'est peut-être ma profession. Mais que tout de suite après, ça vient être en bonne santé, être actif, bouger, ça va être plus facile d'en faire des places dans l'horaire. Ça va être plus simple. Fait que là, il faut comme faire une espèce d'introspection. Des gens, des fois, ils me le disent, ma vie n'a pas de sens, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Dernièrement, quelqu'un me dit, mais là, moi, mon enfant là, va porter un au soccer, va porter l'autre au basket, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, tu as 1 heure à tuer plutôt que d'être assis dans les estrades. À moins que
tu as vraiment besoin d'être là, bon, parce que c'est exigé, mais sinon, prends tes baskets et hop, ouais, c'est ça, on va dehors. C'est le moment d'en profiter. Et voilà. Donc, tous ces petits moments-là, on peut les utiliser. Et aussi, anticiper les obstacles. Moi, j'enseigne à l'université, je suis chargée d'enseignement en médecine, donc je le sais que les fins de session, je le sais que les fins de session, je suis dans le jus. Ouais. Je le sais que ça va être plus dur de m'entraîner. J'y pense d'avance et je trouve les moyens d'essayer de garder quand même un certain minimum dans mon horaire. Si je l'anticipe, j'ai moins de chances d'en faire zéro. Ben oui, c'est sûr. Aussi, c'est correct s'il y a des moments que je bouge un peu moins, d'autres un peu plus. Je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Mais je sais que je vais toujours finir par bouger. Et aussi, une dernière petite chose, on peut varier selon les saisons. Il y a des gens que, quand l'hiver arrive, au lieu d'aller marcher, ils vont préférer la raquette, le ski de fond, même le ski alpin. D'autres, ils vont faire du vélo l'été, bien sûr, à l'extérieur. Ils vont passer au spinning à l'intérieur, ça peut être intéressant. Ou l'hiver, ils vont faire « Oh, je lâche le vélo, puis là, je vais faire X, Y, Z, je vais aller jouer au tennis. » Donc, on peut aussi varier. Des fois, on peut peut-être moins... se tanner, entre guillemets, là, et tout ça. Et pour ceux qui ont des familles, bien, inclure la famille le plus possible. Ça, c'est toujours plus simple. Des belles journées qu'on fait, là, je prends, mettons, personnellement, c'est on va skier 3 heures ensemble, on papote dans le télésiège, on apprend des petites affaires, blablabla, les enfants. Là, les enfants, on se retrouve en bas, puis là, ils partent avec leurs amis. Bien, c'est pas une activité physique qui est intense. Mais on a passé 3 heures dehors. Ben oui. Des fois, on est un petit peu essoufflé, ça a travaillé nos muscles et tout ça. On a passé du bon temps ensemble, puis on n'était pas assis. Il n'y avait pas d'écran. Exact. Donc, tout ça, ce sont des bons moyens. Rendu là, ben, on fait ses choix. On y va une chose à la fois. Puis, si on trébuche, ben, c'est pas grave. On se relève, on apprend, puis on réessaye. Super, parfait. Très clair. Maintenant, j'irai du côté du sommeil. On en a parlé un peu dans le premier épisode là, sur les mythes par rapport aux saines habitudes de vie. Tu nous as expliqué, entre autres, qu'il y avait comme un équilibre à maintenir entre nos habitudes, nos différentes habitudes. J'aimerais que tu nous parles de comment un mauvais sommeil peut affecter nos habitudes de vie plus concrètement. Tout d'abord, le sommeil, ça permet de recharger les batteries. Hein? On le sent quand on dort bien ou quand on dort moins bien. Oui. Autant sur le plan physique que psychologique, une bonne nuit de sommeil, ça permet de se sentir bien, d'avoir plus d'énergie puis d'être efficace dans les tâches psychologiques. Quand on est fatigué, je ne sais pas si vous avez remarqué, on cherche nos mots. Ah oui. On se dit, voyons, qu'est-ce que je voulais écrire? C'est plus compliqué, ça nous prend plus de temps à accomplir quelque chose qui, habituellement, se fait plus rapidement. Tout à fait. Donc, le sommeil, déjà là, ça peut nous aider à être plus efficace au quotidien. Et on sait tous que si j'ai 2 ou 3 mauvaises nuits de sommeil, je vais être plus amorphe. Oui, je vais avoir moins d'énergie, mais ça va affecter mon humeur. Oui. Je vais être plus grognon, je vais avoir la mèche plus courte. Tout à fait. Donc, ça va affecter même au niveau social mes relations avec les autres. Et donc, ça, c'est quand même au quotidien, ça paraît, là, si j'ai vraiment un moins bon sommeil. Et idéalement, quand je suis capable d'avoir un sommeil qui va être en continu, bien ça va m'aider aussi à avoir des bénéfices qui vont être optimaux. Si je me suis réveillée plusieurs fois par nuit, bien nécessairement, mon sommeil entrecoupé va faire que ma récupération sera pas toujours la même. On n'a pas toujours le contrôle là, sur notre sommeil. J'en ai parlé dans le premier épisode. Donc, si vous avez des jeunes enfants qui vous réveillent ou il y a des bruits, bon, le déneigeur est passé, bon, etc. Mais il y a quand même des stratégies. Si vous pouvez vous permettre de mettre des bouchons, si vous avez une chambre qui est opaque, tout ça, c'est des bons trucs finalement pour être capable de bien dormir. Et si vous souffrez d'insomnie chronique, ben à ce moment-là, il faut consulter parce que c'est vrai que c'est les trucs qui sont disposés là, ben peut-être que vous les mettez déjà en application puis que c'est pas suffisant, ben là, il faut aller plus loin à ce moment-là. Parfait. Ben, dans la même lignée, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour améliorer la qualité de notre sommeil? Certainement.
Se coucher aux mêmes heures, même la fin de semaine. Ouais. La fin de semaine, c'est vrai que on a toutes sortes de raisons. On va se coucher un peu plus tard. Mais idéalement, si j'étais capable de me coucher pas mal toujours aux mêmes heures et aussi me lever pas mal toujours aux mêmes heures, ça va favoriser une meilleure qualité de sommeil. Okay. D'éviter les écrans dans les heures précédant le sommeil, 1 heure à 2 heures avant. On sait que la lumière bleue des écrans va avoir tendance à stimuler un peu le corps, ce qui va faire que je peux avoir plus de difficultés à m'endormir. L'alcool perturbe le sommeil. Si vous avez les parties de Noël là, bientôt ou peu importe, vous prenez un peu plus d'alcool qu'habituellement, probablement que la nuit de sommeil qui va s'en suivre sera pas aussi bénéfique qu'habituellement. Okay. De ne pas garder son téléphone ou écran dans la chambre à coucher, ça, c'est des raisons de réveil, entre autres chez les adolescents là, qui se textent à 2 heures du matin. Donc, ça, c'est à éviter. Baisser la température dans la pièce. Faire de l'activité physique en journée. Si vous faites de l'activité physique, là, je ne parle pas juste avant l'heure du coucher, mais vous faites de l'activité physique en journée, bien, probablement que vous allez avoir plus facilement être capable de vous endormir et que votre nuit de sommeil aussi va être de meilleure qualité. OK. Ça, c'est un bon truc. D'éviter la caféine et la nicotine près de l'heure du coucher, donc un café en soirée, ou si je prends plusieurs cigarettes, avant de coucher, ça peut être plus difficile. Et au besoin, la courte sieste en journée peut aussi nous aider à récupérer de notre dette de sommeil puis à mieux fonctionner. OK, super intéressant. Maintenant, en lien plus avec des conseils pratiques, là, est-ce que tu peux nous partager des conseils pour que les auditeurs, en fait, vont pouvoir mettre en œuvre dès aujourd'hui là, pour quelqu'un qui se dit, moi, je vais me prendre en main, je vais améliorer mes habitudes de vie, qu'est-ce que je fais? Une chose à la fois. C'est vraiment important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? OK, moi, personnellement. Ça se peut que quelqu'un dans votre entourage dise, tu devrais ou tu devrais. Ouais. Mais tu devrais changer ton alimentation, tu devrais être actif, tu devrais mieux gérer ton stress. Mais en fait, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire en premier? Bien, moi, j'ai envie d'apprendre à mieux gérer mon stress. Parfait. Débutons par ça. Okay. Quand on veut tout faire en même temps, les résolutions du mois de janvier, là, je vais faire ça. Finalement, malheureusement, ça se solde souvent par des échecs. Les objectifs qu'on se fixe, faut qu'ils soient atteignables, mais réalistes. C'est-à-dire que faut que ça représente un certain défi, un certain changement. Faut pas non plus que ce soit la poursuite de ce qu'on fait, mais il faut aussi que ça soit atteignable. Si je dis, moi, je vais courir 5 jours par semaine, présentement, je cours 0 fois par semaine, c'est une grosse marche d'escalier, disons. Oui, tellement. Je pourrais débuter avec moins de fois, puis sentir que j'atteins des objectifs avant de poursuivre. Ça aide beaucoup au niveau de la motivation. Ouais. Il ne faut pas voir un abandon d'une nouvelle habitude comme un échec. Okay. Ça, c'est super important. C'est pas parce que, exemple, j'allais marcher 3 midis par semaine, mais depuis 2 semaines, j'ai abandonné. Faut pas dire, tu sais, je suis poche, j'ai abandonné. Faut plutôt dire, OK, pourquoi j'ai abandonné? C'est quoi les raisons? J'allais marcher avec quelqu'un, cette personne-là ne vient plus. J'ai eu trop de travail. C'est la température. OK, donc ça, je sais que pour moi, ça a été des obstacles qui m'ont fait cesser mon habitude de vie. Est-ce que je veux revenir à cette habitude de vie-là? Si oui, qu'est-ce que je vais mettre en place pour la prochaine fois que les obstacles vont arriver, que je puisse déjà avoir une solution? Ouais. Ou je vais peut-être dire, finalement, marcher sur l'heure du midi dehors, si c'est la température, par exemple, qui m'a fait cesser mon habitude, c'est peut-être pas le choix parfait. Est-ce que je pourrais essayer autre chose? Il faut juste voir ça comme une expérience. C'est ça. Apprendre de cette expérience-là, puis continuer vers l'avant, tout simplement. Parfait. Et il n'est jamais trop tard. Ah oui. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Maintenant, est-ce qu'il existe en fait des ressources, j'imagine que oui, mais aussi des applications là, que tu recommanderais à nos auditeurs pour faciliter la gestion des saines habitudes de vie? Oui, bien d'abord, moi je prône beaucoup les rencontres avec les professionnels de la santé.
Pourquoi? Parce que quand on regarde en ligne, oui, il y a des documents qui sont faits par des professionnels de la santé très compétents, mais ils sont un peu noyés dans d'autres informations peut-être un peu moins véridiques ou un peu moins factuelles. Et si j'ai vraiment l'intention de faire un changement durable, pourquoi pas avoir des conseils qui vont être spécifiques à moi? Mm-hmm. Et des fois, ça ne prend pas des tonnes de rendez-vous. Ce n'est pas un abonnement, tout ça. Là. Je peux aller voir une nutritionniste quelques reprises, puis après ça, j'ai ce qu'il faut pour poursuivre par moi-même. Même chose si je veux aller voir un psychologue ou si je vais aller voir un kin ou je vais aller voir n'importe quel autre professionnel de la santé. Donc, tournez-vous vers des gens qui ont vraiment des compétences qui vont pouvoir vous aider vraiment. Mm-hmm. Aussi, sur le campus ici, il existe un micro-programme en saines habitudes de vie. Et ça, c'est un micro-programme de premier cycle. Et ça s'adresse à n'importe qui désire en apprendre sur les saines habitudes de vie ou qui désire cheminer personnellement. Dans ce micro-programme-là, il y a plusieurs cours de 1 crédit, 3 crédits. Moi, je donne un cours à 1 crédit qui s'appelle Mes habitudes de vie, ma santé. Où dans ce cours-là, on va voir, entre autres, je vais vous donner de l'information sur plein d'habitudes de vie, mais vous allez faire une introspection sur comment est mon sommeil, comment quelle est ma consommation d'alcool. Mm-hmm. Est-ce que je trouve que c'est correct? Est-ce que je devrais faire des changements? Donc ça peut aider quelqu'un qui est en processus de changement. Ça ne fait pas foi de tout, mais ça peut aider. Ben oui. Et parmi les sujets qui sont abordés dans ces cours d'un crédit-là, qui peuvent faire partie du micro-programme ou non, je peux aussi les prendre comme ça, pour moi-même. Il va y avoir le stress sans détresse, donc un cours d'un crédit vraiment sur la gestion du stress. Mon mode de vie actif, donc plus sur l'activité physique. Il va en avoir 2 sur l'alimentation. Un qui s'appelle le plaisir de manger sainement, donc comme un cours de cuisine, si on veut, qui va se faire en pratique. Il va y avoir aussi un cours sur mes finances personnelles, parce que bien sûr, si je gère pas très bien mes finances et que ça me trotte dans la tête, c'est bien possible que je dorme moins bien. Ben oui, c'est sûr. Il va y avoir un cours d'un crédit sur le sommeil et même un cours d'un crédit tout nouveau sur le bonheur. Donc, comment chercher son bonheur, trouver son bonheur, c'est vraiment exceptionnel. Tellement. Donc, si vous êtes intéressé à cheminer personnellement, oui, c'est des cours qui vont être liés à une note, mais en fait, c'est plutôt des questions personnelles sur soi-même et c'est pas l'objectif ici, c'est pas d'en faire une profession, mais ça peut nous aider justement à cheminer puis à être capable d'avancer puis d'être meilleur finalement dans sa gestion des habitudes de vie. Mm-hmm. Puis ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de préalable là, pour avoir accédé à ce programme-là nécessairement? Non, vraiment pas. Vous pouvez aller voir sur le site là, de l'Université Laval, puis vous pouvez questionner, vous allez voir un peu le micro-programme, puis vous pouvez voir aussi les cours là, que j'appelle DDU, là, qui sont en développement durable. Vous allez voir une série de cours. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des préalables. Là, je ne veux pas m'avancer sur tous les cours, mais la plupart, si je regarde les gens qui prennent mon cours, j'ai des étudiants universitaires puis j'ai des gens de 65 ans, 70 ans. Là. OK, bon. Fait que j'ai vraiment une super grande variété de gens qui ont juste l'intérêt finalement d'être meilleurs dans la gestion de leurs habitudes de vie. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, Sarah, pour cette discussion fort intéressante encore une fois. Et dans notre épisode aujourd'hui, on a découvert des pistes d'action concrètes pour favoriser des saines habitudes de vie. Et comme à l'habitude, chers auditeurs, je vous invite à suivre nos différentes plateformes pour être à l'affût de nos prochains épisodes. À bientôt. Merci, Sarah. Ça fait plaisir. Merci. Cet épisode du balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.